Madame, Monsieur, bonsoir. Coopération au menu de votre émission et zoom ce soir sur la coopération entre le Maroc et le Japon. Le Royaume s'est en effet positionné comme une destination privilégiée des investissements japonais dans la région avec 75 entreprises implantées employant quelques 50 000 personnes actuellement. Le commerce n'est pas en reste puisque, entre autres, dans le domaine de la pêche, par exemple, le quart du volume des importations japonaises en poulpe provient des côtes marocaines. Aussi, le pays du soleil levant apparaît comme le second bailleur de fonds du Maroc après la France. Outre que la coopération économique occupe une place de choix dans ces relations, comme montré lors de la visite d'État au Japon de Sa Majesté le roi Mohamed VI en novembre 2005, et outre les bonnes relations existantes entre la famille royale et la famille impériale, le Maroc et le Japon ont développé et entretenu des rapports substantiels dans divers domaines. Outre tout cela, il y a aujourd'hui beaucoup d'enjeux en commun. Le Maroc est perçu comme un allié positif de par sa position géostratégique à la croisée de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'Amérique. L'objectif est d'avoir des relations stratégiques exemplaires au niveau bilatéral d'abord et pour davantage de collaboration au niveau africain, compte tenu bien sûr de la forte présence des investisseurs japonais au Maroc et surtout de la position privilégiée du Maroc au sein de son continent africain. Quelles sont les actions menées et surtout à envisager pour atteindre le plein potentiel du partenariat maroco-nippon? C'est ce que nous allons discuter ce soir en compagnie de mes invités distingués. Tout d'abord, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Tokyo par Skype son Excellence l'ambassadeur du Maroc au Japon, Monsieur l'ambassadeur Mohamed Rachad Bouhlal. Bonsoir, merci de vous joindre à nous. Merci de m'inviter. Également depuis Tokyo, son Excellence Takashi Shinozuka, ancien ambassadeur du Japon au Maroc de 2020 à 2022. Mais c'est déjà assez pour qu'il choisisse le Maroc comme son pays d'adoption. Bonsoir, son Excellence Shiokusa. Merci de vous joindre à nous également depuis Tokyo ce soir. Bonsoir madame et merci de l'invitation. Et j'ai également le plaisir renouvelé d'accueillir sur le plateau de questions d'actu ce soir, professeur Mostafa Sahimi, politologue, professeur de droit. Bonsoir professeur Sahimi, toujours un plaisir de vous accueillir. Bonsoir à vous. Alors, on va peut-être bien sûr commencer par planter le décor, un décor historique. Les monarchies millénaires des deux nations sont certes tournées vers l'avenir, mais elles sont très ancrées dans l'histoire. Parlons justement d'histoire. Comment s'est construite Monsieur l'ambassadeur Bouhlal, comment s'est construite cette histoire commune entre le Maroc et le Japon? Merci. Écoutez, les historiens font les relations entre les deux pays au XIXe siècle, sous le règne du sultan Moulay Hassan Ier, qui a régné de 1836 à 1894. C'était là, je pense, le tout début des relations d'après les historiens. Ensuite, les choses se sont développées. En 1938, le Japon a ouvert un consulat à Casablanca. Et à ce moment-là, on a commencé à importer du thé japonais, mais à travers le Royaume-Uni. Ça ne venait pas directement du Japon, ça transitait par le Royaume-Uni. Ensuite, nous avons eu les relations diplomatiques qui ont commencé en 1956. Et la première ambassade du Japon a été ouverte à Rabat en 1961 et le Maroc a ouvert une ambassade à Tokyo en 1965. Évidemment, mais on ne peut absolument pas dissocier les relations entre le Maroc et le Japon sans évoquer les relations privilégiées qui existent entre la famille royale marocaine et la famille impériale. J'en veux pour preuve 13 visites qui ont eu lieu de part et d'autre depuis 1987. Je citerai la visite de Sa Majesté le Roi, alors prince héritier, en février 89, pour assister aux obsèques nationales de l'empereur Showa. Ensuite, il y a eu, vous l'avez évoqué vous-même, la visite d'État de Sa Majesté le Roi en novembre 2005. Son Altesse royale, le prince héritier, a visité le Japon également en novembre 1990 pour représenter Sa Majesté le Roi à la cérémonie d'intronisation de l'empereur Akihito. Visite également de Son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, en mars 2003, où Son Altesse a présidé la cérémonie de remise du prix Hassan II de l'eau à Kyoto.
a eu le grand honneur de recevoir à nouveau son Altesse royale en 2019 pour représenter Sa Majesté le Roi à la cérémonie d'intronisation de l'empereur Naruhito. Et là, pour la petite histoire, son Altesse royale, le prince Moulay Rachid, a assisté, et je pense que c'est le seul dignitaire dans le monde à avoir assisté à l'intronisation de 2 empereurs japonais. Ensuite, il y a eu la visite de Son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, en novembre 2014. Une deuxième visite en novembre encore 2018 pour recevoir le prix international décerné par la fondation Goi Peace et pour récompenser le travail ou l'influence d'une personne pour le développement d'un monde durable et en paix. Gorbatchev avait eu cette distinction, Bill Gates également. Et Son Altesse royale avait reçu à Kyoto, à cette occasion, le titre de docteur honoris causa de l'université de Ritsumeikan. Donc, vous voyez, c'est des visites très riches. Je laisserai peut-être mon ami, l'ambassadeur Shinozuka, peut-être parler des visites qui ont été effectuées par la famille impériale au Maroc. Absolument. Et justement, je voudrais m'arrêter aussi sur cette visite du souverain à l'époque prince héritier. Ambassadeur Shinozuka, quelle est l'importance dans la construction de relations diplomatiques, quelle est l'importance des relations séculaires et notamment entre la monarchie et la famille impériale japonaise, la monarchie marocaine naturellement? Oui, en fait, nos 2 familles régnantes ont entretenu une solide amitié qui a été à la base de nos excellentes relations. Et comme l'a évoqué Monsieur l'ambassadeur Bouffal, c'est en 87 que Son Altesse royale, le prince Sidi Mohamed, le prince héritier Sidi Mohamed, a effectué sa visite officielle au Japon. Je me rappelle bien cette visite parce que j'ai eu l'occasion de servir comme traducteur à Son Altesse et nous avons été tous charmés par ce grand et svelte jeune homme très élégant qui représentait si bien son pays. Et donc, 2 ans après, il est revenu pour les obsèques de notre empereur. Et en 2005, quand il est venu pour une visite d'État, j'étais très impressionné de voir que ce jeune homme élégant et svelte était devenu un grand souverain plein de sagesse et de majesté. J'étais alors à la maison impériale. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi eu des visites de membres de la famille impériale japonaise, en particulier notre empereur actuel qui a donc accédé au trône en 2019, a déjà visité le Maroc en tant que prince héritier en 1991. Donc, il est devenu prince héritier en 1989. Cela prouve l'importance que notre famille impériale et le gouvernement japonais attachaient au Maroc. Et nous avons eu aussi la visite des cousins de l'empereur, le prince et la princesse Takamado, qui sont venus également aux obsèques, aux funérailles de feu Sa Majesté le roi Hassan II, que Dieu ait son âme. Très bien. Et cela, vraiment, il y a, professeur Srimi, vous, en tant qu'expert aussi de la question de l'histoire avec un grand H, il y a des points communs, finalement, beaucoup de points communs entre le Royaume du Maroc et le Japon. Et ces visites, cette relation qu'il y a entre les 2 familles régnantes ne fait que accentuer finalement ces points communs. Le premier capital constitutif, c'est évidemment les relations privilégiées entre les 2 familles, la famille impériale japonaise et la famille royale marocaine, attestées par un tissu de visites, de contacts, d'échanges, etc. Alors, à un autre niveau, ce qui est intéressant, c'est pourquoi il y a ce capital-là et ce flux diplomatique et politique, parce que ce sont des peuples et des nations historiques. C'est ça qui est fondamental. Et ils partagent quoi? Ils partagent un héritage millénaire avec les traditions, les valeurs, les référentiels, et en même temps, il n'y a pas d'enfermement sur les traditions, ni une gestion frileuse des traditions, mais en même temps une ouverture exceptionnelle sur la modernité.
Et c'est pour ça que le Japon est intéressant pour nous, parce que dans le concert des nations, il n'y a pas beaucoup de pays qui relèvent de cette comptabilité-là. C'est-à-dire qui assument pleinement les traditions, mais en même temps qui sont engagés dans la dynamique de la modernité. Il y a également un autre élément qui joue, qui est un élément populaire. Il y a au niveau populaire et des citoyens un intérêt particulier pour le Japon, attesté lors des précédentes décennies par l'attrait de la technologie. La technologie, c'était dans les décennies 80, 90, de 2000, etc. C'était le Japon, ça continue, etc. Donc, parce que le Japon était en première ligne pour ce qui est de l'innovation. Et tout ça est quelque chose qui marque les comportements et qui a sa place dans les comportements culturels. Dernier point aussi, qui joue, me semble-t-il, c'est qu'avec le Japon, il n'y a pas de contentieux. Pas de contentieux. Il n'y a pas de passé colonial, il n'y a pas de tutorat, il n'y a pas de protectorat, il n'y a pas, etc. Et donc, je vais y revenir tout à l'heure, mais c'est intéressant, c'est-à-dire que nous avons un pays clean avec lequel nous avons bâti des relations particulières sans les paramètres de parasitage, si je puis dire, liés à des vicissitudes historiques particulières, notamment, je pense, à un certain nombre de pays occidentaux. Nous y reviendrons. Restons justement dans cette chronologie, parlons du présent et son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Boulel, quand on parle de relations diplomatiques aussi anciennes, et si on se réfère à la dernière actualité, hein, puisque c'est une émission d'actualité que nous traitons, il s'agit de l'entretien qu'a eu le chef de la diplomatie marocaine avec son homologue japonais. Que peut-on retenir d'abord du contexte de cet entretien et puis du contenu aussi de cet entretien qui a eu lieu la semaine dernière? D'abord, cet entretien, qui est naturel entre deux chefs de la diplomatie, s'est déroulé dans une atmosphère très agréable et très amicale. Les deux ministres ont passé en revue les relations excellentes, comme l'a souligné Sihimi, où il n'y a pas de nuage entre les pays, elles se développent de manière très harmonieuse, et il s'est agi de leur donner un nouvel élan et de voir dans quelle mesure on peut développer davantage ces relations et les porter à un nouveau niveau, comme le justifie l'excellence des relations qui existent depuis des dizaines d'années entre les deux pays. Absolument, et d'ailleurs le chef de la diplomatie, M. Nasser Bourita, en s'entretenant avec son homologue Yoshimasa Hayashi, a salué l'engagement du Japon, je cite, « premier pays à lancer un forum de partenariat avec l'Afrique pour la contribution à la réalisation du développement du continent ». Que pouvez-vous nous dire justement sur cette position du Japon par rapport au continent africain, son Excellence M. Shinozuka? Oui, en fait, c'est depuis 1993, l'année où on a eu la première conférence de la TICAD. D'ailleurs, le thé de TICAD et le thé de Tokyo. Donc, c'est la conférence internationale de Tokyo pour le développement africain. Après, avec la fin de la guerre froide, nous avons compris que l'avenir du monde au XXIe siècle, c'était en fait l'avenir de l'Afrique. Donc, il fallait absolument que nous marchions ensemble avec les pays africains, le continent africain, afin que nous puissions faire face à tous les défis du XXIe siècle. Et donc, nous avons déjà eu 8 conférences de la TICAD et tout au long de ces conférences, nous avons pu nous rendre compte que nous avions sur le continent un certain nombre de partenaires sur lesquels nous pouvions compter, et le Maroc était entre ces partenaires. Et en fait, je crois que nous avons beaucoup à faire avec le Maroc et aussi avec les autres pays pour accompagner le continent africain dans son développement, car en dépit de toutes ses richesses, de toute sa démographie, le continent continue à faire face à de grands défis.
Très bien. Il y a des défis en commun, nous y reviendrons certainement, notamment en ce qui concerne la sécurité alimentaire, sécurité énergétique, c'est d'actualité, mais aussi des enjeux climatiques. Nous allons y revenir. Mais avant, je vous fais réagir sur un extrait du communiqué à l'issue de cet entretien qu'ont eu plutôt les deux chefs de la diplomatie marocaine et japonaise. Donc, M. Boulletta a rappelé que la TICAD, ce forum de partenariat et de développement, doit être mis à l'abri de manœuvres politiques ourdies par certaines parties connues. C'est clair. C'était vendredi dernier. Il y a eu une visioconférence entre notre ministre des Affaires étrangères, Nassar Boulletta, et le ministre japonais des Affaires étrangères, M. Yoshima Hayashi. Ça a duré une bonne heure. Et c'était une occasion pour mettre l'accent sur deux points. Un, la nature, la qualité et la dimension des relations bilatérales. On va sûrement y revenir. D'un autre côté, la ferme mise au point faite par le ministre japonais des Affaires étrangères pour ce qui s'est passé à Tunis à l'occasion de la 8e édition de la TICAD qui a donné lieu à un certain nombre de manœuvres. Évidemment, c'est une opération ourdie par le pays voisin avec la complicité active, il faut bien le dire, de la Tunisie, mais aussi la complicité de la Commission de l'Union africaine. Parce que la lettre d'invitation a été faite par le Tchadien, président de la Commission de l'Unité africaine. Ce n'est pas la première fois, justement, oui, lors de la TICAD. Il y a eu d'autres épisodes. Oui, il faut bien responsabiliser les choses et pas rester dans un flou artistique. Et il faut surtout ne pas politiser quelque chose qui est fait pour le développement socio-économique du continent. Tout à fait, mais c'était pour parasiter. C'était pour parasiter donc, la TICAD 8. La TICAD 8, c'est une organisation non gouvernementale, c'est un forum international où un pays invitant, en l'occurrence le Japon, convie un certain nombre de pays invités dans un pays déterminé. C'est ça le schéma. Il faut rappeler à cet égard que la liste des invités, c'était 50 pays. Il n'y avait pas l'entité fantoche. Premier point. Deuxième point, le Japon s'est retrouvé dans une situation qui n'était pas maîtrisée, puisque c'est le pays d'accueil qui était là. On a vu comment ça s'est passé, etc. Pour autant, ça a donné lieu à une mise au point, c'est le deuxième aspect que je voulais évoquer, de la diplomatie du Japon, et notamment le ministre des Affaires étrangères, qui a dit que le Maroc était un partenaire incontournable, qu'il regrettait ce qui s'était passé et qu'il maintenait sa position pour ce qui est de la cause nationale. Ça se vérifie dans les votes aux Nations Unies, etc. Bien, et qu'il n'y avait aucun changement dans la position de Tokyo pour ce qui est de la question nationale. Donc, si vous voulez, ça a été une opportunité pour repositionner et réitérer la position du Japon sur la question nationale. Premier point. Autre point aussi, il faut relever que le Japon, en direction de l'Afrique, et je prolonge ce qu'a dit M. l'ambassadeur, c'est un pays qui vient avec une vision particulière. Il n'y a pas de tutorat, il n'y a pas d'influence. Il n'y a pas d'ingérence dans les affaires intérieures, à la différence d'autres pays. Eh oui, il faut bien parler. La France, les États-Unis, la Chine, encore que d'un autre degré, puisque la Chine se garde bien d'intervenir dans les situations politiques internes des pays, etc. Ne pas intervenir, justement. La Fédération de Russie, etc. Et ça, c'est quelque chose dans la typologie des relations entre un certain nombre de pays et l'Afrique. La place du Japon est tout à fait particulière, c'est-à-dire elle est neutre. Plus encore, elle n'interfère pas dans la politique intérieure et dans ce prolongement-là, elle est identifiée et elle se déploie dans des créneaux particuliers qui ne sont pas pris en charge souvent par les autres pays qui ont des relations avec l'Afrique. Et on va y revenir, c'est intéressant, le détail de la coopération, du partenariat du Japon avec les pays africains est tout à fait significatif. C'est-à-dire que la politique du Japon, me semble-t-il, je parle sous le contrôle de nos deux ambassadeurs, c'est de passer de l'aide au développement et de basculer vers un partenariat. Je crois que ça, c'est important. Monsieur Shinozuka, je voudrais vous poser une question sur les enjeux et je dirais même les préoccupations
Puisqu'on a parlé de points communs de l'histoire, de la culture et aussi sur le volet séculaire, quelles sont aujourd'hui les préoccupations politiques et sécuritaires en commun entre le Maroc et le Japon à l'égard de son environnement et contexte actuel? Bien entendu, je crois que la stabilité du monde entier, bien sûr, mais en particulier de la région Afrique, de la région MENA, est d'une importance primordiale. Et je crois que pour cela, le Maroc peut être appelé à jouer un rôle important, vu le prestige et le réseau dont il jouit en Afrique. Et je crois que le Maroc peut aussi jouer un rôle important pour la paix au Moyen-Orient depuis le rétablissement des relations diplomatiques avec Israël, vu les liens particuliers que vous avez avec ce pays, avec l'existence d'une importante communauté de juifs marocains. Et en fait, nous comptons sur vous, nous comptons beaucoup sur le Maroc pour qu'il puisse jouer avec nous un rôle stabilisateur. Et donc, j'ai parlé des enjeux stratégiques et politiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les enjeux économiques, les enjeux environnementaux que M. l'ambassadeur Bouffal a évoqués. Donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire en commun pour le bien du continent africain et aussi pour le bien du monde. Alors, puisque vous avez évoqué cette question économique, Monsieur l'ambassadeur Bollal, vous êtes en poste au Japon depuis 2016. Je voudrais juste ce chiffre, ou ces deux chiffres. En 2015, il y avait au Maroc 35 entreprises japonaises. Nous sommes en 2022, ce chiffre a été plus que doublé. Le nombre d'entreprises japonaises implantées au Maroc est de 75 entreprises. On parle ici de dizaines de milliers d'emplois, environ 50 000 emplois. Comment cette évolution a été faite? Vous qui êtes en poste depuis un peu après 2015, donc c'est intéressant aussi de voir votre perspective de cette évolution quand même extraordinaire. En 7 ans, qu'on puisse doubler les investissements, parce que ce sont des investissements japonais au Maroc. Mais écoutez, permettez-moi à nouveau de revenir à la vision et aux orientations de notre auguste souverain. Et le Royaume a toujours accordé une importance particulière à la promotion et à l'approfondissement de ses relations avec le Japon. Un certain nombre de choses ont été faites. D'abord, nous avons renforcé l'arsenal juridique pour permettre aux entreprises japonaises qui s'installent au Maroc d'être à l'aise et de travailler en toute sécurité. Le Maroc est un pays qui est connu pour sa stabilité politique, pour la cohérence de ses politiques publiques, pour la sécurité qui y règne. Et tout ça, ce sont des atouts clés. Nous avons renforcé, comme j'ai dit, l'arsenal juridique. Cette année, 2 accords sont entrés en vigueur, un accord pour la promotion et la protection des investissements et un accord pour éviter la non-double imposition pour qu'une entreprise qui s'installe au Maroc ne paye pas ses impôts au Japon, puisqu'elle a un siège au Japon, et sa succursale au Maroc. Nous sommes maintenant en train de travailler sur un ultime accord qui s'appelle un accord social, qui est destiné à éviter à ce que les entreprises installées au Maroc puissent payer doublement les charges sociales, une fois au Japon et une fois au Maroc, donc une deuxième fois au Maroc. C'est pour cela que nous avons présenté et déposé auprès de nos amis japonais un projet d'accord dont nous allons commencer bientôt la négociation. Donc, ce sont tous ces éléments qui ont fait que les Japonais voient dans le Maroc une place privilégiée pour leurs investissements. N'oublions pas la proximité de l'Europe qui a été évoquée tout à l'heure. N'oublions pas que le Maroc a un accord de libre-échange avec l'Union européenne et qu'il est le seul pays africain à avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Donc, tous ces éléments mis en commun et la réputation du Maroc, les résultats que ces entreprises enregistrent au Maroc, évidemment, fait boule de neige et
l'organisation qui assiste et les entreprises japonaises qui s'installent au Maroc, évidemment, communiquent des rapports sur le climat des affaires, sur la bonne santé des entreprises qui sont déjà existantes, et tout ça fait qu'il y a un vrai intérêt pour le Maroc. Et effectivement, aujourd'hui, on parle de 75, mais nous sommes en 2022, nous suivons les statistiques de près. Je vous annonce que nous sommes à 78 entreprises aujourd'hui. Donc, nous sommes passés, comme vous l'avez dit, de 35 à 78 entreprises aujourd'hui. Merci d'actualiser le chiffre, Monsieur l'ambassadeur, et cela nous réjouit parce que qui dit nouveaux investissements dit création d'emplois et création de richesses, donc, et positionnement aussi du Maroc sur cette chaîne de valeur mondiale dans l'industrie et notamment dans les nouveaux métiers. Ambassadeur Shinozuka, quand on parle de ces prêts, tout à l'heure, professeur Srimi a évoqué ce changement de paradigme de l'aide au développement vers le partenariat. Le Japon, quand même, se positionne comme un important bailleur de fonds pour le Maroc. Quel est l'apport technique aussi, au-delà de l'apport financier, quel est l'apport technique du Japon pour accompagner le développement économique à travers ces prêts-là? Oui, donc vous venez d'évoquer l'apport technique, et c'est en fait cette coopération technique a une très longue histoire entre nos deux pays, puisque c'est en 1967 que la JICA, qui est donc l'équivalent de l'AMSI, a ouvert son bureau au Maroc. Et donc, nous avons plus de 50 années de coopération technique. Nous avons formé beaucoup de jeunes Marocains qui sont venus en stage au Japon, et nous avons aussi envoyé beaucoup de volontaires qui sont allés dans tous les coins du pays pour pouvoir y apporter leur part de contribution. Donc, il n'y a pas que les fonds, et d'ailleurs, récemment, nous avons signé, l'ambassadeur du Japon à Rabat a signé avec le ministre du Budget un accord sur un prêt de 220 millions de quelques 220 millions, 22 millions pardon, 22 milliards de yens. 1,5 milliard de dirhams. Oui, 1,6. Oui, 2 milliards de yens. Donc, en dirhams, c'est à peu près le 10e pour l'éducation. Cela montre que le Japon est prêt à apporter son investissement et ses prêts et sa contribution là où il faut, là où cela s'avère utile. Et nous savons bien que le Maroc est une valeur sûre. Et c'est d'ailleurs pour ça que le nombre des compagnies japonaises qui investissent ici a augmenté. Comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur Bouffal, vous avez la stabilité et la pérennité qui est garantie par un grand souverain. Vous avez une infrastructure impressionnante, vous avez une main-d'œuvre de qualité, et vous avez aussi un nouveau modèle de développement qui aidera à développer le pays jusqu'en 1935. Donc, autant d'éléments auxquels les investisseurs japonais ne sont pas restés sourds. Oui, et surtout qu'il y a cette idée un peu cliché que l'industrie japonaise est très robotisée. Alors qu'effectivement, vous venez d'évoquer justement la ressource humaine qualifiée à même d'accompagner ces investissements. Donc, in fine, comment vous pensez que le business model à la japonaise s'inscrit dans le contexte et l'environnement marocain? Je crois que ça s'inscrit très bien quand on voit les entreprises japonaises qui se sont implantées. Je pense surtout aux 3 compagnies de câblage qui sont installées, qui font partie de l'écosystème, des 2 écosystèmes automobiles au Maroc. Et donc, je crois qu'ils sont aussi les plus grands employeurs privés étrangers. étrangers. Et en plus, certaines compagnies ont déplacé leur capacité de production qui était en Ukraine au Maroc.
ou plutôt envisagent de le faire. Donc cela montre que les relations nippo-marocaines ont beaucoup de potentiel à être exploitées à l'avenir. Exact. Nous parlons aussi des moyens d'exploiter davantage ou de tirer plein profit du plein potentiel de ce partenariat. Professeur Sahimi, quand on parle de coopération, quand on parle aussi de géopolitique actuelle, le monde est en changement majeur, est en métamorphose, que peut-on dire de cette relation dans le contexte géopolitique mondial actuel ? Vous avez parlé d'abord de coopération. Je vais évoquer ce premier point, si vous le permettez. Je suis quand même interrogatif et je m'adresse à nos deux ambassadeurs. Ça reste quand même un flux modeste. Il y a tellement de potentialités, ça reste modeste. Nos exportations, les échanges commerciaux agricoles, c'est 200 000. On n'est pas encore passé aux échanges commerciaux, mais on est sur l'investissement. Oui, l'investissement, c'est 200 millions. C'est déjà, l'évolution est là. Oui, mais c'est dans des secteurs très particuliers. Oui. C'est l'automobile. Il y a d'autres projets en cours sur les énergies renouvelables. Il y a un accord entre Mazen et le groupe Sumitomo. Il y a l'installation de nos banques, donc au Japon, notamment Tijari Wafa Bank, avec un mémorandum d'entente, la banque Mizuho Bank. Il y a la BCP aussi avec le groupe SMBC Sumitomo. Il y a la visite du vice-ministre des Affaires de l'Agriculture en juillet, c'est quand même intéressant, en juin dernier au Maroc avec un certain nombre de projets. Donc la coopération, j'ai le sentiment que pendant des décennies, on ne s'est pas beaucoup attelé à ça pour la prioriser. Et c'est venu avec le redéploiement de nos diplomaties vers de nouvelles latitudes, Amérique latine, Afrique. Et là, maintenant, c'est intéressant pour l'Asie, en particulier pour le Japon. Donc ça, c'est le premier point. Sur le plan géopolitique, il y a des valeurs et des positionnements qui sont partagés. Lesquels ? Entre Rabat et Tokyo, il y a des principes communs. Principes de paix, de stabilité, de sécurité et de développement. Et c'est pour ça qu'il y a cette convergence, c'est pour ça qu'on se retrouve, parce que nous partageons un référentiel pour ce qui est des principes de nos politiques étrangères respectives, et c'est pour ça qu'il y a des possibilités de faire. J'ajoute un point, c'est qu'au-delà du bilatéral Rabat-Tokyo, c'est quelque chose qui peut se projeter dans le continent avec donc un schéma triangulaire Tokyo-Rabat et le continent et ce qui valorise la position diplomatique, statut diplomatique du Maroc comme hub régional, ça joue beaucoup. Ça joue pour d'autres pays, mais ça joue aussi, d'autant que la stratégie japonaise, c'est une stratégie de développement, de partenariat qui est en avance, il faut le dire, sur celle d'autres grandes puissances qui s'attachent à préserver leur précaré, si je puis dire, et leur position traditionnelle. Donc il y a quelque chose qui est intéressant, et ça préfigure, me semble-t-il, pour finir, un nouveau type de relation internationale, intercontinentale, bilatérale bien sûr, mais aussi intercontinentale entre l'Asie et le continent. Monsieur Boulal, vous travaillez sur cela, justement, sur cette nouvelle vision du partenariat, vous en tant que diplomate et chevronné, et le fait d'asseoir une accélération des relations économiques entre Rabat et Tokyo. Absolument, je vous dirais que c'est notre travail quotidien. Évidemment, si Mustapha dit c'est modeste, mais c'est vrai qu'il y a quand même une progression spectaculaire. Et moi, je vois dans tous mes contacts et mes déplacements ici et les réunions que j'ai avec les entreprises, il y a un vrai intérêt qui est manifesté aujourd'hui. Un intérêt pour le Maroc, à la fois pour sa position géographique. Et vous savez qu'il y a des entreprises japonaises qui exportent 100% de leur production sur le marché européen. Et donc là aussi, cette dimension, il ne faut pas l'oublier. Les entreprises produisent au Maroc. Ils ont contribué à développer une industrie automobile qui est devenue le premier poste d'exportation aujourd'hui, mais ils exportent également des pièces automobiles en Europe. Mustapha a également évoqué la coopération tripartite. Effectivement, c'est quelque chose d'important.
le Maroc apparaît aujourd'hui comme une vraie porte d'entrée pour l'Europe, à la fois compte tenu de notre présence en Europe, en Afrique, pardon, compte tenu des relations particulières que nous avons avec beaucoup de pays du subsaharien, la présence de nos banques, de nos compagnies d'assurance, tout ça fait que il y a aujourd'hui une vraie synergie qui est en train de s'établir. Nous avons, pour confirmer tout ça et pour le concrétiser, des accords qui ont été conclus entre à la fois l'Agence marocaine de coopération internationale et la JICA, qui est l'agence japonaise de coopération, et puis l'AMDI également, avec la JETRO, qui sont les deux organismes chargés d'assister les entreprises pour leurs investissements, qui s'intéressent beaucoup et qui joignent leurs efforts pour développer les investissements en Afrique à travers une coopération tripartite. Monsieur Shinozuka, vous connaissez bien le Maroc. Alors, on va parler justement d'échanges commerciaux. Les échanges commerciaux entre le Maroc et le Japon représentent quelque chose de 4,5% du volume d'échanges entre le Maroc et tout le continent asiatique. Alors, ce n'est pas le premier partenaire commercial du Japon en Afrique, mais il y a cette ambition-là. Vous connaissez bien le Maroc. Quelles sont les niches justement à exploiter pour booster ces échanges commerciaux? Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a les produits de la pêche, principalement, il y a les phosphates. Mais selon vous, comment le Maroc peut-il devenir un partenaire commercial plus important pour le Japon et vice-versa? Oui, en fait, le Maroc est un pays avec un fort potentiel agricole et donc l'agro-industrie pourrait peut-être être une niche à explorer. Du moins, c'est l'impression que j'ai eue quand j'étais au Maroc. Tous les excellents produits marocains qui trouveraient bien des acheteurs sur le marché japonais et aussi le vin marocain qui commence à avoir de plus en plus d'amateurs au Japon. Mais en fait, à l'avenir, j'espère qu'il y aura peut-être, outre le phosphate et les produits agricoles, les produits industriels qui pourraient être exportés du Maroc au Japon. Et puis, si vous me permettez de revenir un peu aux investissements, j'ai deux idées personnelles qui peut-être mériteraient d'être explorées. La première, c'est d'attirer davantage des PME japonaises sur le marché marocain. Parce qu'en fait, il y a un grand nombre de PME japonais qui excellent dans le domaine manufacturier, mais qui ne trouvent pas les opportunités suffisantes pour investir à l'étranger. Donc, si ces PME réussissent à trouver de bons partenaires au Maroc, peut-être qu'il y aura des possibilités. Et la deuxième, c'est peut-être au Maroc, vous avez des tas de startups qui naissent et qui font des efforts pour réussir. Donc, s'il y avait davantage une symbiose entre les investisseurs japonais et les startups marocains, ça pourrait peut-être être intéressant. Très bien. Alors justement, est-ce qu'on peut parler, professeur Srimi, de partenariats orientés vers l'avenir, mais surtout avec des métiers d'avenir? Monsieur Shinozuka a évoqué à juste titre les startups. On connaît aujourd'hui l'état et les circonstances dans lesquelles opèrent les startups marocaines et comment elles sont vraiment assoiffées pour s'ouvrir davantage sur le monde. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Et surtout, comment voyez-vous ces accords commerciaux aussi à l'avenir? Il y a ce qui est acquis, qui est traditionnel, c'est-à-dire les relations commerciales et économiques dans des secteurs traditionnels, l'automobile, on en a parlé, les énergies renouvelables, il y a un projet, etc. Et puis, il y a de nouveaux secteurs qui sont des secteurs porteurs. Lesquels? Il y a ce qui est prévu et en chantier, il y a des projets dans ce sens, dans l'aéronautique, dans l'hôtellerie, dans les énergies renouvelables, j'y reviens,
dans le sanitaire, le phytosanitaire, l'irrigation et donc l'amélioration des chaînes de valeur. C'est ça ce qu'on peut attendre du Japon. Il y a aussi le cadre. Alors, quand même, il faut, quand je dis que c'est modeste, les flux économiques sont modestes parce qu'il n'y avait pas d'un cadre légal. Il a fallu donc qu'il y ait un cadre. Il y a 2 accords qui ont été signés il y a quelques mois, un cadre juridique. Juridique, surtout. Un cadre juridique sécurisant. Exact. Parce que c'est ça le problème. C'est ce qu'a évoqué l'ambassadeur Boulal tout à l'heure. Tout à fait, c'est ce qu'a dit notre ambassadeur Boulal. Si on pouvait juste peut-être même évoquer quelques points de cet accord, il y a le traitement juste et équitable, les conditions d'expropriation et d'indemnisation, la liberté de transfert, la préférence nationale et le principe de nation la plus favorisée en phase de préinvestissement, etc., etc. Donc tout cela, c'est pour le climat des affaires. Climat des affaires, et le fondement du climat des affaires, c'est la sécurité juridique. Tout à fait. La sécurité juridique, et pour ça, il faut un cadre législatif. Il y a eu le 2e accord sur la non-double imposition aussi, etc. 3e point qu'il faut relever, c'est qu'il faut une dynamisation des opérateurs des 2 pays. Il y a une commission mixte qui s'est réunie en 2020. Il faut espérer que la prochaine va se réunir prochainement. On a annoncé un forum d'affaires Maroc-Japon. Il faut que ça soit programmé dans les meilleurs délais. Il y a une chambre de commerce Maroc-Japon. Tout ça, c'est des leviers de nature à augmenter l'attractivité et à permettre des opérations de rencontres, de partenariats, de projets de joint venture pour ce qui est de l'Afrique. Et donc, il y a du travail. Et puis, il y a des niches. Il y a des niches et sur ce plan-là, il y a un potentiel qui existe au Maroc et où nos amis japonais sont les mieux placés. Vous avez fait référence aux nouvelles technologies, la digitalisation des entreprises, l'appareil productif, où il y a une expertise. Vous connaissez le Japon comme moi, les entreprises, etc. Donc c'est quelque chose qui est exceptionnel. C'est probablement le pays le plus avancé pour ce qui est donc de l'automatisation et même de l'intelligence artificielle, sans compter nos jeunes qui sont très accrochés par les start-up, où il y a une expertise qui peut venir. Donc, en conclusion, il faut élargir le champ de la coopération, mettre en place des cadres de rencontres, chambres de commerce à réactiver, commission mixte, etc., forum des investisseurs, et puis une ferme volonté politique. La volonté politique existe des 2 côtés. Il faut maintenant qu'elle se concrétise et qu'elle se traduise par l'implantation de politiques publiques. Et là, notre organisation patronale, la CGM, est interpellée, de même que d'autres secteurs économiques, les PME, etc. Il y a là un marché potentiel de renforcement de la coopération bilatérale. Vous en convenez, bien sûr, Monsieur l'ambassadeur Rachad Boulal, qu'il est question aujourd'hui de booster ce partenariat. On a commencé par l'histoire, on va finir par l'avenir, et notamment par rapport aux réponses communes face aux challenges communs du futur. Je fais ici référence à la sécurité alimentaire, bien naturellement, énergétique, avec les investissements japonais dans le secteur de l'énergie au Maroc, mais pas que, il y a aussi les enjeux climatiques. Un mot là-dessus et sur peut-être des annonces, peut-être quelque chose qui se prépare pour que cette stratégie, ce partenariat Maroc-Japon soit vraiment orienté sur les enjeux communs. Écoutez, permettez-moi tout juste d'ajouter quelque chose sur ce que vient de dire le professeur Semi. Il a évidemment cité l'aéronautique. C'est vrai que c'est un secteur dans lequel nous sommes en train de travailler très fortement, et la prochaine mission économique qui va venir au Japon, nous sommes en train de la programmer. C'est une mission qui va se consacrer uniquement au secteur aéronautique. Il faut rappeler aussi qu'un secteur qui se développe et qui est un secteur de pointe, qui est celui des médicaments, des produits pharmaceutiques. Il y a déjà Toyota Tsusho qui travaille là-dedans avec une entreprise marocaine et qui produisent des médicaments au Maroc. Il y a également l'agriculture, on l'a un petit peu oublié tout à l'heure. C'est vrai qu'on a cité un peu l'irrigation, etc. Mais je voulais vous dire que nous sommes dans la phase finale
négociation de l'entrée des produits agricoles marocains sur le marché japonais et, Inch'Allah, les agrumes très prochainement. C'est quelque chose qui est sur le point d'aboutir et nous y avons travaillé très fortement avec nos amis japonais. Et ça aussi, c'est une ouverture importante que nous puissions bientôt exporter nos agrumes sur le marché japonais. Tout à fait. Les défis, évidemment, ils sont là. Il y a le défi climatique, c'est le défi auquel tout le monde fait face et nous y travaillons ensemble. Nous travaillons beaucoup sur les énergies renouvelables et les entreprises japonaises ont investi dans ce domaine et continuer à investir. Évidemment, nous ne pouvons pas parler de certains projets aujourd'hui qui sont très avancés, mais nous devons garder la confidentialité pour l'instant là-dessus. Mais je peux vous rassurer que les choses se développent à grande vitesse et sont très, très prometteuses. Très bien. Sur le volet peut-être éducation et tourisme aussi, et volet culturel, Monsieur l'ambassadeur Shinozuka, on sait que, bien sûr, il y a beaucoup d'étudiants marocains qui suivent leur cursus dans des universités japonaises, beaucoup de bourses aussi. Par exemple, juste à titre d'exemple, sur le millier de bourses qui sont déboursées pour le continent africain, le Maroc, quand même, où les étudiants marocains décrochent un peu, quelque chose comme le 10e de ces bourses, plus ou moins, un peu moins. Donc le rôle aussi de l'éducation pour ces futurs ambassadeurs du Japon au Maroc et vice-versa. Oui, nous avons, oui, comme vous venez d'évoquer, nous attachons une grande importance au domaine de l'éducation. Et d'ailleurs, on a les bourses traditionnelles. Mais compte tenu de l'engouement de la jeunesse marocaine vis-à-vis de la culture japonaise, j'en ai été très impressionné durant mon séjour. J'espère qu'il y aura des possibilités de faire davantage. Et une initiative qui est assez intéressante, qui vise non seulement le Maroc, mais le continent africain, est une initiative qui s'appelle l'initiative AB. Ce n'est pas, le nom n'est pas celui de notre regretté Premier ministre, c'est l'abréviation de African Business Education, mais cela vise à inviter, c'est une initiative de la PICAD, et cela vise à inviter des jeunes diplômés africains, y compris marocains, au Japon pour faire des études surtout dans les affaires. Et nous espérons que cela pourrait aider à bâtir un réseau de jeunes hommes et femmes d'affaires africains où les Marocains pourraient être appelés à jouer un rôle central. Très bien. Et le rôle aussi du tourisme, Monsieur l'ambassadeur Boulal, on sort de 2 années de Covid. Aujourd'hui, le tourisme commence à, j'ai envie de dire, renaître de ses cendres après 2 années vraiment très difficiles. Et il est question de démarcher de nouveaux marchés. Bien sûr, il y a le marché japonais. Qu'est-ce qui est fait pour attirer davantage de touristes japonais sur le sol marocain ? Écoutez, je vous remercie vraiment d'évoquer ça parce que c'est un domaine dans lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Je suis en contact étroit avec Madame la ministre du Tourisme que j'ai rencontrée récemment au Maroc. Elle doit venir au Japon au début du mois d'octobre, du 12 au 16 octobre, elle sera ici pour 2 choses essentielles. D'abord, elle est aussi ministre de l'Artisanat, donc nous allons inaugurer avec Madame la ministre un jardin marocain qui a été construit par des artisans marocains qui sont venus ici, qui ont travaillé pendant 2 mois avec tous les matériaux qui sont venus du Maroc, et c'est un petit bijou architectural marocain qui représente tous les aspects de l'artisanat marocain en zélige, en bjmat, en boiserie, en gypse, etc. Travailler, c'est vraiment exceptionnel. L'inauguration aura lieu le 15 octobre avec Madame la ministre. Et déjà, ils sont en train de le planter et de l'organiser.
le gouverneur de la région, puisque c'est à Gifu, dans un parc qui s'appelle Gifu Rose Garden, qui reçoit énormément de visiteurs, et la saison commence. Le jardin n'est pas encore ouvert, il est en train d'être préparé, et déjà plus de 4000 personnes le visitent tous les jours, déjà avant son inauguration. Et là, je pense que c'est quelque chose qui, à la fois, va montrer l'art et la culture marocaine et l'artisanat marocain, mais évidemment mieux faire connaître notre pays pour le tourisme. Tourisme que j'aborde tout de suite. Pas plus tard qu'hier, j'étais en réunion avec le président de l'association des agents de voyage japonais. C'est une association qui regroupe tous les agents de voyage du Japon. Demain, je rencontre la deuxième compagnie de tourisme japonais, et donc les deux doivent rencontrer Madame la ministre quand elle sera là, et l'objectif est de donner un nouvel élan au tourisme. Les Japonais visitent déjà notre pays en grand nombre, et curieusement, la ville la plus connue au Japon, ce n'est pas Marrakech ou Fès ou Rabat ou Casablanca ou Tanger, c'est Chefchaouen. Chefchaouen est une ville magique. Quand vous parlez du Maroc aux Japonais, eh ben, ils citent toujours la ville bleue, la ville de Chefchaouen, qui a un attrait particulier pour nos amis japonais. Donc le tourisme est un nouveau secteur qui est en train de se développer. Royal Air Maroc est en association avec Japan Airlines pour développer davantage les relations et les lignes aériennes. Et donc tout cela est très prometteur, et Madame la ministre viendra le concrétiser en octobre prochain. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Rachad Boulal, Monsieur l'ambassadeur du Maroc au Japon. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci également à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Takashi Shinozuka, ancien ambassadeur du Japon au Maroc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans l'émission Questions d'actu. Et merci, professeur Strémy. Merci à vous. Du gagnant-gagnant, mais il faut faire plus et mieux. Voilà le dernier message. Absolument. Et je finirai même par un proverbe japonais. Il n'y a pas de meilleur miroir qu'un véritable ami. Absolument. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne et très bonne soirée.